Charles Pellegrini et René-Georges Kéry, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce drôle d'endroit pour une rencontre. Une rencontre entre deux très grands flics devenus amis. Ensemble, nous allons voyager dans vos souvenirs. Alors tous les deux, vous avez traqué ensemble les plus grands criminels, parmi lesquels Jacques Messrine, et pourtant, vous travailliez pour deux entités différentes. Vous, Charles Pellegrini, vous étiez à l'OCRB, l'Office central pour la répression du banditisme, et vous, René-Georges Kéry, vous étiez à l'Anti-Gang, au sein du célèbre 36 quai des Orfèvres. Alors comment vous êtes-vous rencontrés? Moi, Honneur à l'ancien. je vais vous raconter une anecdote, elle est toute simple. Il y a aussi, nos patrons respectifs étaient Lucien Béblanc pour l'OCRB et Robert Broussard, à l'époque où nous fonctionnions. Et j'avais un contentieux avec Broussard qui était tout simple. Je disais à Broussard, l'OCRB est une compétence nationale, donc nous sommes compétents à Paris. Et il me répondait, tu es compétent partout, sauf à Paris, parce que Paris, c'est à moi. Voilà. Donc nous nous sommes connus comme des matchs PSG-Marseille, quoi. Mais ça s'est bien arrangé, ça s'est pas fini par des coups. Oui, c'est toujours l'éternel problème de la préfecture de police dont on considère qu'elle est un État dans l'État, qu'avec son autonomie, c'est son territoire, un territoire toujours sacralisé. Et effectivement, les services du ministère de l'Intérieur, en principe, ne devaient pas travailler sur Paris. Mais on y arrivait. Si Broussard et Aimé Blanc étaient très souvent en compétition, en revanche, nous pouvons avoir la prétention de dire, Charles et moi, qu'on était très amis et que on n'était pas en compétition, on mettait de l'huile dans les rouages, on arrangeait les coups sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, que vous êtes dans les voitures de planque, que vous crevez de froid en hiver, que vous crevez de chaud en été et que vous mangez les mêmes sandwichs pourris, ça crée plus de liens que de dissensions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a toujours été, même quand ça chauffait un peu sur les étages supérieurs, on était toujours là justement pour calmer le jeu et travailler ensemble. Alors j'ajoute d'ailleurs, petit détail anecdotique, qu'à l'époque on avait chacun une voiture de fonction qui nous était attribuée à l'année, c'était donc ma voiture, c'est une GS, à l'époque c'était une belle voiture, et j'avais installé sur mes deniers personnels une chaîne stéréo, parce que l'administration évidemment ne faisait pas ce genre d'effort, mais j'avais installé une très belle chaîne stéréo parce que les temps étaient très longs. Une surveillance, une filature, c'est pas comme dans les films, les séries B, où on passe son temps à rouler comme des malades en ville, à faire des queues de poisson. Il y a de très longs moments où on est en statique, où on bouge pas. Ce sont des temps longs, des temps morts, et je les animais, ces temps morts, avec cette chaîne stéréo, où j'écoutais beaucoup de musique classique. Et quand on planquait ensemble, lui dans sa voiture, moi dans la mienne, et qu'on avait ces moments de détente, Charlie venait dans ma voiture et il écoutait aussi de la musique classique, puisque je mettais de la musique classique, et j'ai la prétention d'avoir amélioré sa culture. Tu l'as amélioré, ça me changeait un peu, mais je n'ai jamais renoncé des marches de la Légion étrangère. Donc, effectivement, Aïda ou tout ça, c'était pas pareil que tiens, voilà du boudin. Alors ensemble, vous avez traqué l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. Racontez-nous un petit peu comment ça se passait. Moi, j'ai commencé à travailler. Alors, Charles a probablement travaillé sur Messrine avant moi. Moi, j'ai découvert Messrine le jour où il s'était évadé de la prison de la Santé. Et effectivement, c'est une traque qui a duré 1 an et demi, qui nous a pourri la vie, qui nous a pourri quasiment tous les week-ends, qui nous a pourri les réveillons de Noël, réveillons du jour de l'an, parce qu'il y avait chaque fois des informations qui arrivaient et qu'il fallait vérifier systématiquement. Et il est vrai que ça a été une traque assez compliquée, parce qu'on ne travaillait pas dans la sérénité. Tout le monde balançait les infos. Dès qu'on avait une piste, ça se savait tout de suite dans la presse. Les cabinets ministériels n'étaient pas étanches. Bref, c'était quand même assez compliqué. Ouais, il faut le replacer dans le contexte. Il y avait un triple problème. Il y avait un problème juridique. Messrine avait commis des actes dans plusieurs circonscriptions judiciaires et il a fallu attendre de nombreux mois pour rassembler tout ça dans un magistrat unique et dans une affaire unique. Je résume, mais c'est ça. Deuxièmement, il y avait plusieurs services. Il savait faire sa pub, Messrine. Et puis, certains journalistes l'aidaient beaucoup là-dessus. Et donc, c'était devenu un personnage emblématique, en tout cas pour une certaine partie de la population. Et évidemment, ça mettait une pression supplémentaire jusqu'à cette fameuse phrase dont j'ignore
si le président de la République l'a prononcé ou pas. Et monsieur le ministre de l'Intérieur, à part Mesrine dont vous ne me parlerez pas, que se passe-t-il dans votre département? On le dit, je n'ai jamais vérifié. Voilà. Et donc, à partir du moment où ça a été centralisé, où le DCPJ, M. Bouvier, a pris en main les choses, eh bien, il a assez rapidement, parce qu'il avait de la poigne, rassemblé tout le monde et obligé tout le monde à travailler ensemble. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Exactement ça, mais il faut savoir que sur l'affaire Mesrine, on a joué un soir de malchance absolument extraordinaire. Un mardi, un petit casseur d'après-midi, un petit casseur sans envergure se fait interpeller par nos collègues de la brigade de répression du banditisme. Et le type nous dit, si vous me décrochez, en clair, si vous oubliez cette affaire, moi je vous donne 2 complices de Mesrine, j'ai les noms, j'ai les adresses. Alors, bon, on passe à une négociation. Dès le mercredi, on se met en planque sur les domiciles et sur les individus que nous avait indiqué ce casseur. Et on voit 2 types, moitié clochard. Il y avait Kiki Kopf et puis l'autre qu'on appelait Nounours, là c'était un petit gros. Costume en velours complètement élimé. Les types partaient le matin travailler, ils bossaient, c'était des travailleurs, ils étaient peintres. Je me souviens qu'un des 2 avait une mobilette qu'il était obligé de pousser pour faire démarrer la mobilette. Il rentrait le soir, donc le mercredi, le jeudi, le vendredi. On les voit partir le matin péniblement, revenir le soir, aller dans un bar, se prendre plusieurs apéritifs et ensuite aller gentiment se coucher. Et ils avaient vraiment tout sauf le profil de type à travailler avec Mesrine. Le vendredi, on n'avait pas encore mis les écoutes téléphoniques en place. À l'époque, il fallait un certain temps, même en urgence, pour faire des branchements téléphoniques. Et le vendredi soir, aux alentours de 19h, moi je suis en planque avec les gars de la BRI et je dis à Broussard par radio, ces types-là, complices de Mesrine, ça me paraît bizarre. Attendons que les écoutes téléphoniques tournent à partir de lundi ou mardi. Et là, on en saura peut-être un peu plus, on pourra se faire une meilleure opinion. Et Broussard me dit, écoute, ok, décroche, rentre au service, parce qu'on était sur les rotules, on travaillait pour un oui, pour un non, sur n'importe quoi. On arrive au service et 1 heure après, alerte radio, attaque au domicile du juge Petit. Le juge Petit était ce président de la cour d'assises qui avait condamné Mesrine et qui avait condamné, je crois, même à perpétuité, si ma mémoire ne me trahit pas. Attaque au domicile du juge Petit. En fait, Mesrine venait de commettre une agression au domicile du juge Petit pour le tuer. Le juge Petit n'était pas là. Il y avait sa femme et ses gosses qui ont été molestés. Et en réalité, Mesrine venait de faire cette opération avec les 2 abrutis que nous avions dans le collimateur 1 heure avant. C'était effectivement 2 complices de Mesrine. Donc Mesrine, c'était ça. Mais Mesrine, c'était pas aussi un héros. Charles a raison de dire qu'il avait des contacts avec les journalistes et ça a été, si j'ose dire, je ne veux pas dire de trait de génie, je ne voudrais pas lui faire trop de publicité, mais c'était le côté rusé et pervers de sa personnalité, d'avoir su manipuler les journalistes parce qu'il les manipulait, d'avoir utilisé la presse pour se faire une image de héros, alors qu'en fait c'était une belle ordure. Et il a su utiliser la presse comme le font un peu dans les terroristes, parce qu'il n'y a pas de terrorisme sans impact médiatique. Et lui a su utiliser les journalistes pour se faire une publicité. Et il était parti dans une logique suicidaire, dans la mesure où, notamment après l'affaire Le Lièvre, enlèvement au cours duquel il a pu récupérer beaucoup d'argent, un voyou de droit commun serait parti je ne sais où avec l'argent pour vivre une vie tranquille. Lui a utilisé cet argent pour continuer son affrontement avec la police, son affrontement avec l'État, dans une logique suicidaire, en espérant un jour ou l'autre avoir un face-à-face avec la police, qu'il a d'ailleurs obtenu porte-Clignancourt. Voilà, oui. Mais il était charmeur avec les femmes et séduisant avec les hommes. On va citer personne d'ailleurs, mais il y a un journaliste qui est décédé maintenant, qui a fait sa pub pendant fort longtemps, des interviews. On le présentait comme un Robin des Bois, alors qu'il n'était pas Robin des Bois. Effectivement, des gestes. Une fois, dans un braquage, il a donné un billet à une vieille dame qui allait retirer de l'argent, mais il a tué de sang-froid 2 gardes-frontières canadiens qui étaient totalement inoffensifs vis-à-vis de lui. Alors, Mesrine, le héros, a effectivement abattu 2 gardes-chasse au Canada au fusil. Il les a abattus comme des bêtes, comme des lapins. Il a enlevé un journaliste, il l'a torturé, il l'a emmené avec son copain Boer
dans une grotte au nord de Paris. Dans la où forêt il l'a- d'Alatte. Forêt d'Alatte, Ouais. où il l'a torturé, humilié, je passe sur les détails, pour ensuite lui tirer une balle dans le visage et une autre dans le bras, le laissant pour mort. Tu parlais de sa délicatesse à l'égard des femmes. Il a vécu avec notamment 3 femmes, dont Sylvia Jean-Jacot. Il les frappait toutes. Quand il rentrait de Java et qu'il avait un taux d'alcoolémie assez élevé, il se défoulait sur ses femmes. Donc à l'époque, c'est passé inaperçu, mais aujourd'hui, avec les mouvements féministes et MeToo, il est bon quand même de le rappeler. Il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des policiers, notamment sur l'OCRB à la remise de rançon de Oui, l'affaire de Lièvre. de l'affaire Le Lièvre, L'affaire Le évidemment. Lièvre. Avec l'ABM là-bas sur l'autoroute du Nord, le long du chemin creux. Il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des policiers, notamment à l'occasion d'un braquage à Deauville, alors qu'il est au milieu de la foule. Il aurait pu tuer des gens qui n'avaient rien à voir avec son action. Bref, Mesrine, c'est tout sauf un héros. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle ordure. Sur Deauville, je voudrais ajouter une anecdote, quand même, il était frimeur. On ne peut pas lui enlever... c'est pas du panache, c'était de la frime. Donc il est arrivé au commissariat de Deauville et il a fait un contrôle de la main courante avant d'aller braquer le casino. Ouais. Je trouve que c'était une Audacieux. provocation qui lui ressemblait beaucoup. Alors si vous arrivez à la fin, porte de Clignancourt, là c'est autre chose. Parce qu'avant, il y a quand même un petit scénar. Les services, je vous l'ai dit, tout le monde travaillait sur Mesrine. Et donc, il y avait des tuyaux qu'il fallait prendre le temps de vérifier parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça sur n'importe quel tuyau. Et Lucien Aimé Blanc, qui lui aussi est décédé cette année, avait les 2 voyous en main et desquels il a réussi à obtenir le nom de Boer. Boer qui a été le complice de Mesrine, Boer qui était lui aussi un personnage qui se voulait emblématique. Et donc, c'est Boer... C'est plutôt ces deux malfrats, 2 petits malfrats qui ont donné à Aimé Blanc le nom de Boer, pendant que Serge Devos, qui était le patron de la BRB, allait obtenir un tuyau, je crois, d'une prostituée. Enfin, tout ça s'est joué à 24 heures sur celui qui aurait le tuyau. Alors, Bouvier, le patron, M. Pierre Bouvier, Maigret, a fait que les services ont travaillé ensemble, et sur un objectif pareil, il n'y a pas eu de problème. Alors, je laisserai Georges raconter l'affaire, et Georges raconter l'affaire. Je voudrais raconter 2 anecdotes. Très vite. Boer, on déroule son pédigré. Il a une voiture qui appartient à sa compagne, qui est une enseignante. On tape l'ordinateur de l'APP, préfecture de police, où on trouve qu'il a eu une centaine de PV dans le secteur de la gare Saint-Lazare. On met, je ne sais pas combien, 50, 100, 200 flics à planquer là, et on trouve la voiture de Boer. Après, c'est une simplicité biblique, c'est de la cuisine intérieure. On planque sur la voiture, et Boer nous ramène au 101 rue Saint-Lazare. On met tout le monde sur écoute, et au bout de quelques heures, on enlève les anciens combattants, ceux qui partent en EHPAD, etc. Il en reste 2 ou 3 dans Mesrine. Et là, à un moment, on est tous là, il va sortir, il sort, il va sortir, et c'est Boer qui sort avec un gosse dans les bras. On dit, il sort avec un gosse. Et là, Aimé Blanc, un pas vide, dit, alors il y est, j'aime pas les enfants. Je me rappelle cette histoire comme si c'était hier. Ensuite, j'en finis pour te passer la suite. On planque. Un jour, il y avait quelqu'un qui connaissait Mesrine, qui avait entendu sa voix, qui était aux écoutes. Un jour, il appelle Boer, et dit, tu veux sortir, tonton? Bref, je ne me rappelle plus exactement, Georges s'en souvient mieux que moi. Toujours est-il qu'on les prend tous les 2 avec leurs femmes et qu'on les suit. Oui, en réalité, à l'époque, c'est Mesrine qui appelait Boer, c'est pas Boer qui appelait Mesrine. Donc on avait mis sur écoute Boer, mais c'est pas lui qui appelait, parce que sinon, quand les gens appelaient, le numéro de téléphone qui était appelé était identifié. Donc en revanche, quand c'était Mesrine qui appelait, là, il n'était pas possible de remonter l'appel téléphonique. Et Mesrine, effectivement, téléphone, la voix est reconnue, tout le monde reconnaît la voix de Mesrine, et on décide de mettre un dispositif sur le domicile de Boer. Et on part du principe qu'au premier coup de chaud, comme on dit, c'est-à-dire premier comportement méfiant de Boer, on décroche, on ne poursuit pas la filature. Boer sort, monte dans la voiture avec Gindra, sa compagne, et on fait la filature la plus facile qu'on ait jamais faite au sein de la brigade anti-gang depuis des années.
ils partent gentiment rue Béliard, se garent dans la rue Béliard, rentrent dans un immeuble, et puis une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard, nous sommes là dans les premiers jours de novembre, il fait très doux, la nuit est déjà tombée, et une demi-heure plus tard, deux couples sortent du 31 Béliard. Il y a Boer et Gindra, bien évidemment, et puis il y a un autre couple. Ils partent à pied en direction du boulevard Ornano. Ils vont se promener un petit peu, faire des courses. On prend ces deux couples en filature et finalement, on a la certitude que le type, c'est effectivement Jacques Messrine. On a enfin Jacques Messrine sous la main et on a un dispositif une filature qui va durer 2 bonnes heures. Ils se promènent boulevard Ornano. Ils vont dans des magasins de chaussures. Ils vont dans un magasin de chaussures. Et là, je suis avec Broussard dans un fourgon G7. On est devant le magasin, ou pas loin, je ne sais plus exactement. Et Messrine sort et s'appuie sur le fourgon. Ah, d'accord. S'appuie sur la porte du fourgon et puis il part. Voilà. Alors, évidemment, ils sont tous les quatre à pied. On les laisse revenir à leur domicile. Ils rentrent chez eux. On n'intervient pas. Alors, ça crée quand même un peu de remous. Je me souviens que quand on fait le débriefing, le soir même, le sous-directeur de l'époque de la PJ, qui était Roger Poisblanc, grand flic parmi les grands flics, il me prend à part et il me dit « Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé Messrine ?» Alors, dans son esprit, dans la façon dont il a posé la question, j'ai compris que il me disait, en clair, c'était comment? Attendez, vous étiez nombreux, vous êtes des spécialistes de l'intervention, l'OCRB, la brigade anti-gang, les super flics, les cadors, les as des as. En clair, vous avez eu peur, vous n'avez pas osé? Et je lui ai dit non, monsieur le directeur, c'est pas ça le sujet, mais ils étaient 4 à pied dans la foule et parfois séparés les uns des autres. Il n'était pas question d'en interpeller un sans interpeller les autres, parce que les autres auraient pu à ce moment-là prendre des gens en otage. On avait vu Sylvia Jean-Jacot avec une sacoche en bandoulière, sacoche dans laquelle on retrouvera les grenades de Messrine. Bref, pour interpeller Messrine, il fallait aussi interpeller simultanément, à la fraction de seconde près, les 3 autres personnes en même temps dans la foule, ce qui était quasiment impossible à faire, sauf prendre le risque d'une fusillade ou d'une prise d'otage. C'est la raison pour laquelle on n'est pas intervenu ce jour-là. Et finalement, on l'a interpellé le surlendemain. On ne connaissait pas sa voiture. Le surlendemain, il sort de son domicile en début d'après-midi. Mais il faudrait que tu racontes la séquence d'avant, c'est-à-dire où il y avait essentiellement la BRI qui planquait sur le domicile, dont un inspecteur, je crois, ou 2, dans une fourgonnette, un tricycle de la Poste. Ça, c'est important. Et donc, on a attendu toute la nuit, tu te rappelles, c'était un peu l'apocalypse, on était tous là armés jusqu'aux dents. Et puis, vers 5 heures, les concierges font pisser les chiens, tout le monde commence à sortir, on lève le dispositif. Sauf les 2, sous ton contrôle, parce que sauf les 2 de la camionnette qui le voient rentrer complètement bourré à 5 heures du matin. Oui. Alors effectivement, il est 5 heures du matin. On voit les types qui sont dans la camionnette. Alors c'est c'était un tricycle. Donc ils montaient alternativement dans ce tricycle. C'était d'ailleurs les plus petits de la BRI qui planquaient là-dedans parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et lorsque le policier qui est dans le tricycle, pas un tricycle, un triporteur. C'est un triporteur. Ah bon. Triporteur, voit arriver Messrine, et quand il prend conscience que c'est Messrine qui arrive, il est trop tard. Messrine est déjà à la porte, il a déjà ouvert la porte d'entrée. Et nous, je crois qu'on est en train de lever, non? Et en plus, il était trop tard pour intervenir. Il était à l'intérieur, ça aurait été trop dangereux. L'effet de surprise n'aurait pas joué. Voilà. Et donc là, tu reprends la suite, c'est là où quand il sort... Et c'est le surlendemain qu'il sort en début d'après-midi avec Sylvia. Ils montent dans la BMW qui est garée devant la maison, devant l'immeuble. On ignorait l'existence de cette voiture. Il met les valises dans le coffre. Il monte dans la voiture très gentiment, tranquillement. Sylvia Jean-Jacot aussi. Il démarre, débouche de la rue Béliard sur le haut du boulevard Ornano pour prendre à droite porte de Clignancourt. Et là, dans notre dispositif, on avait prévu un camion, mais il faudrait reprendre la configuration des lieux, un camion dans lequel, à l'arrière, il y avait 4 tireurs, 3 avec des fusils et un 4e avec un pistolet mitrailleur. Et en fait,
Au départ, l'objectif, la mission de ce camion, c'était d'abord et surtout de couvrir les policiers dans une éventuelle interpellation à pied. C'est-à-dire que si on avait envisagé toutes les hypothèses, et notamment l'hypothèse que Mesrine puisse sortir à pied et se balader ou faire n'importe quoi, et aller dans une zone qui, à l'époque, était une zone un peu désertée. Aujourd'hui, il y a plein d'immeubles, mais c'était une zone où il y avait un terrain vague. Et on s'était dit, là, on pourrait éventuellement tenter une interpellation à pied, mais si l'effet de surprise ne joue pas, les types dans le camion couvraient la rue et auraient ouvert le feu à distance sur Mesrine en cas d'interpellation ratée. Mais ce camion, finalement, au terme d'une manœuvre absolument extraordinaire, remonte le boulevard Ornano et va très naturellement, dans le flux de la circulation, se positionner devant la voiture de Mesrine, sans coup de frein, sans coup de klaxon, sans rien. Et Mesrine est parti de la rue Béliard et le camion a pris la rue du Simplon à gauche pour retourner à droite pour arriver derrière lui, comme tu... Et après, le camion passe devant la voiture de Mesrine. Mesrine, d'ailleurs, lui fait signe de passer pour lui donner élégamment la place devant. Le camion se positionne devant Mesrine. La bâche, contrairement à ce qu'on a raconté, est déjà relevée. Il est bien évident qu'ils n'allaient pas relever la bâche et puis dire à Mesrine, attends, bouge pas Coco, on prépare les... Attendez un peu. Attendez un peu. La bâche est déjà relevée. Il y a la ridelle métallique qui doit faire 50 ou 60 cm. Les policiers sont complètement allongés au fond du camion. Moi, je suis au volant de ma GS. Je vais me poser sur la droite de Mesrine à hauteur de Sylvia Jean-Jacot. Un petit peu, le nez de ma voiture dépasse de 2 ou 3 mètres le nez de la voiture de Mesrine. Je regarde le camion et soudain, qu'est-ce que je vois? Je vois derrière la ridelle du camion 4 visages avec 4 armes qui braquent Mesrine. Et là, je me rends compte qu'il s'agit de notre camion. Je ne l'avais pas imprimé dans ma tête car c'est la première fois que l'on utilisait ce camion sur une opération et je l'avais donc pas dans ma tête, j'avais pas le réflexe. Et là, quand je vois que les 4 policiers braquent Mesrine, je comprends qu'il est fait, qu'il est coincé. Je sors de voiture, je braque Mesrine. Mesrine lâche le volant et là, les policiers ouvrent le feu.